Bonjour, chers amis du Cercle Aristote, bienvenue sur un nouvel entretien, une nouvelle émission. Et aujourd'hui, on est ravi de recevoir notre ami, monsieur François Gatineau. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Monsieur François Gatineau, donc on vous représente pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Donc évidemment, vous avez fait une grande carrière, comme on le voit derrière vous, dans le domaine de l'aviation. Vous allez pouvoir nous en parler. Et vous êtes notamment à la retraite aujourd'hui. Vous êtes un passionné de la Deuxième Guerre mondiale, notamment. Hein, vous avez d'autres passions, mais on est là pour parler de ça. Et notamment, vous avez fait plusieurs ouvrages sur cette période justement de 39-45 et notamment c'est ce dont on va parler aujourd'hui puisque vous nous revenez en 2024, vous étiez déjà passé sur les canaux du Cercle Aristote ces dernières années pour d'autres livres dont on reparlera en deuxième partie d'émission. Mais aujourd'hui, on va parler de votre dernier livre qui est sorti ce printemps, donc au mois d'avril 2024, aux éditions Toucan du Toucan, nos partenaires du Toucan l'Artilleur, qu'on aime beaucoup, avec ce nouveau livre 1940, la guerre des Alliés commence en Scandinavie. Tout un programme, on se réjouit de découvrir ça avec vous. Et donc, Monsieur Gatineau, est-ce que, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez faire un résumé, on va dire, très large pour les gens qui ne connaîtraient pas, un panorama de ce que c'est la guerre des... Qu'est-ce qui s'est passé en Scandinavie? Parce que c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Donc, un peu qu'on puisse situer la situation et après, on rentrera dans le détail. Ouais. Alors, donc je vais vous faire un résumé assez large. Et bon, comme tout le monde le sait, la guerre commence en Pologne au 1er septembre 1939, évidemment. Hein, donc, les Allemands envahissent la Pologne et au bout d'un mois, la Pologne capitule. Et à ce moment-là, donc en octobre 1939, il y a une sorte de partage des territoires qui s'effectue entre les Allemands et les Soviétiques. Et la Finlande tombe dans la sphère soviétique. Et les Soviétiques vont envahir la Finlande dès le 30 novembre 1939. Voilà. Donc, c'est à partir de cette invasion de la Finlande que les Alliés, lorsque j'appelle les Alliés, ben, ce sont les Anglais et les Français, donc les Alliés vont se préoccuper de la Finlande et vont vouloir défendre la Finlande. Voilà. Donc, il y a un premier conseil suprême qui se tient à Londres à la fin du mois de décembre 1939. Et au cours de ce Conseil suprême, il est décidé que les Alliés vont intervenir pour défendre la Finlande. Alors, les Anglais veulent intervenir parce que, évidemment, ils sont assez proches de la Scandinavie, si vous voulez. L'Écosse fait face à la Scandinavie et ils sont très préoccupés, les Anglais, par le trafic maritime allemand qui se déroule dans les eaux territoriales norvégiennes. C'est-à-dire que pendant l'hiver, les exportations de minerais de fer suédois vers l'Allemagne ne peuvent plus se faire par la mer Baltique qui est prise par les glaces. Donc, le minerai de fer est acheminé en train jusqu'au port de Narvik et ensuite il est acheminé donc dans la mer du Nord, dans les eaux territoriales norvégiennes. Et ça préoccupe énormément les Anglais. Les Français veulent aider la Finlande également, mais c'est pour une autre raison, c'est-à-dire que la France est immobile depuis le début de la guerre derrière la ligne Maginot et rien ne se passe. Et le président du Conseil, Daladier, veut profiter, si vous voulez, de ce conflit en Finlande et de ces problèmes donc de ce qu'on a appelé la guerre du fer, c'est-à-dire gêner, pour ne pas dire arrêter, le trafic du minerai de fer. Donc tout ça est un prétexte pour Daladier, si vous voulez, pour donner l'impression que la France est combattante, puisque jusqu'à maintenant, la
la France combattante, elle est immobile derrière la ligne Maginot. Donc voilà, si vous voulez, le résumé du mois de décembre 1939. Et au début du mois de décembre 1939, les soviétiques envahissent la Finlande. C'est un petit peu comparable avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, hein. C'est la démarche est un peu la même. Les soviétiques veulent mettre la main sur les régions frontalières avec la Finlande. Et contre toute attente, les premiers combats en décembre 39, les premiers combats sont remportés par les Finlandais. Voilà. Donc, chez les Alliés, ça provoque cette envie de les soutenir, mais au cours des mois, des semaines qui vont suivre, c'est-à-dire janvier et février 40, évidemment, les, les Finlandais ne vont pas pouvoir résister indéfiniment aux Soviétiques. Voilà. Néanmoins, en France, dès le début du mois de janvier, le chef d'état-major général des forces françaises, le général Gamelin, donc le général Gamelin décide le 4 janvier de constituer une force pour aller défendre des Finlandais. Donc ça, c'est la décision de constitution de cette force, elle est prise le 4 janvier. Comme en France, on est toujours un peu, comment dire, procédurier, la décision est prise le 4 janvier, mais les ordres ne parviennent dans les différentes unités que fin janvier. Et il est prévu de faire intervenir la Légion étrangère qui se trouve à cette époque-là en Algérie. Et elle, la Légion étrangère, elle est prévenue en Algérie, elle est prévenue le 20 février, voyez-vous. Donc pratiquement 2 mois se passent où on veut intervenir, mais en fait, il ne se passe rien. Et dans le même temps, 13 mars, les Finlandais ont capitulé, hein. Sur un plan de politique intérieure en France, Daladier veut toujours poursuivre une action militaire hors de France pour prouver que le gouvernement n'est pas inactif. Donc, bien que la guerre en Finlande soit terminée, aussi bien Daladier en France que les Anglais veulent maintenant euh, poursuivre cette offensive qu'ils avaient imaginée. Ils veulent la poursuivre, si vous voulez, en direction de la Norvège, c'est-à-dire pour mettre un terme au trafic du minerai de fer. Voilà. Donc, Daladier s'explique à la Chambre et le 15 mars, il est mis en minorité parce que, si vous voulez, il veut poursuivre son intervention donc en Scandinavie, alors qu'en Finlande, on n'a rien fait. Donc, il y a un vote à la Chambre et son gouvernement tombe. Et donc, il est remplacé par le gouvernement de Paul Reynaud quelques jours après. Voilà, je crois que le 23 mars, le gouvernement de Paul Reynaud arrive au pouvoir. Paul Reynaud se veut beaucoup plus offensif que Daladier, puisqu'il a été reproché à Daladier son attentisme, si vous voulez. Donc, Paul Reynaud, le 28 mars, se rend à Londres pour participer à ce qu'on appelle un Conseil suprême. Alors, le Conseil suprême, si vous voulez, c'est une réunion qui réunit les alliés, c'est-à-dire les Français et les Anglais. En théorie, les Polonais font partie du Conseil suprême, puisqu'ils font partie des alliés, mais en fait, les Polonais n'ont pas voix au chapitre, ce sont les Anglais et les Français qui décident de tout. Et donc, au cours de ce Conseil suprême, il est décidé d'une intervention en Norvège, voilà. Et au cours de ce Conseil suprême, à la demande de Paul Reynaud, il est décidé
que les Alliés ne pourront pas, en cas de difficulté, que les Alliés ne pourront pas faire une paix séparée avec les Allemands. Ça, mine de rien, ça aura une importance considérable beaucoup plus tard au mois de juin. Voilà. Donc pour l'instant, on est fin mars. Donc il est décidé d'une intervention en Norvège. Voilà. Donc les choses se mettent sur pied, mais toujours pareil chez les démocraties, si vous voulez. Démarrer une guerre, ça prend du temps. D'une part, ça prend du temps et d'autre part, c'est fait un petit peu d'une manière, tout ça devrait rester secret, alors qu'en fait, la presse, aussi bien française que anglaise, reprend les grandes lignes de ce Conseil suprême. Ce qui fait que les Allemands sont parfaitement au courant de ce qui va se passer en Norvège. Euh, les, les Alliés, et donc quand je dis les Alliés, c'est principalement les Anglais, parce que ce sont les Anglais qui ont la maîtrise maritime. Les Anglais décident de poser des mines au large du port de Narvik. Ils décident de poser des mines pour empêcher donc le trafic des navires allemands. Ils décident de poser des mines le 8 avril. Et à la surprise générale, le 9 avril, les Allemands envahissent simultanément le Danemark et la Norvège. Et les gouvernements danois et norvégiens, ainsi que les grandes villes de la Norvège et du Danemark, tombent sans combattre en une seule journée le 9 avril. Voilà. Donc, au moment où les Alliés décident d'une intervention, les Allemands s'emparent, sans coup férir, de la Norvège et du Danemark. Voilà. Donc, au Danemark, le gouvernement se soumet. En Norvège, le roi Hakon a une attitude différente, c'est-à-dire il n'entend pas se soumettre et donc il quitte précipitamment, précipitamment Oslo pour aller se réfugier au nord, plus au nord dans la Norvège. Voilà. Dans le même temps, les premiers bateaux français et anglais commencent à quitter les ports respectifs de Brest en France et de Liverpool en Angleterre. Et donc, les troupes sont acheminées vers la Norvège, où elles arrivent, vers la fin du mois d'avril. Voilà. Donc, un premier débarquement de troupes terrestres est fait à Namsos. Alors, Namsos, c'est une ville qui se trouve à peu près au milieu de la Norvège. Vous savez que la côte norvégienne est très étendue, hein. Il y a 1500 kilomètres de côte, voilà. Donc, le premier débarquement des troupes alliées se fait à Namsos, Namsos étant à 300 ou 400 kilomètres au sud de Narvik. La cible, bien entendu, c'est Narvik. Donc on a un peu de mal à comprendre pourquoi les Alliés ont débarqué à Namsos, d'autant que en ce mois d'avril, en Norvège, c'est toujours l'hiver. Et donc avec une neige très très épaisse. Et donc les premiers combats à Namsos sont extrêmement difficiles parce que les Alliés ont beaucoup de mal à progresser. Le départ de Brest s'est fait dans la précipitation, donc on a les hommes qui sont sur des navires, on a les skis qui sont sur d'autres navires, donc tous ces navires ont beaucoup de mal à accoster, si vous voulez, parce que les ports norvégiens sont des toutes petites installations, alors que les navires de guerre français sont quand même des gros bateaux. Enfin, si vous voulez, c'est un petit peu la pagaille. Et cette pagaille, on la retrouve chez les Français, bien entendu, mais chez les Anglais, c'est exactement pareil. Voilà. Donc,
pendant le mois d'avril, si vous voulez, c'est très, 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 très difficile. Et au mois de mai, début mai, si vous voulez, le général Bétoir, parce que c'est le général Bétoir qui, en France, est le commandant en chef de cette force, si vous voulez. Le général Bétoir arrive néanmoins euh, à Narvik au début du mois de mai. Et là, il a l'intention de faire ce que l'on appelait à l'époque un débarquement de vive force. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un débarquement de vive force, si vous voulez? C'est ben, ce que l'on verra en 44 en Normandie, si vous voulez. C'est lorsque vous avez des forces terrestres qui arrivent par la mer et qui, en dépit des défenses installées sur la côte par les Allemands, vont essayer de prendre d'assaut la côte norvégienne. Voilà. Donc, c'est ce qui se prépare donc au large de Norvik. Bétoir est assez confiant quant au résultat final. En revanche, les Anglais sont beaucoup plus sceptiques et donc il y a un conflit qui s'installe entre le général Bétoir et ses homologues anglais. Voilà. Donc, tout ce conflit, évidemment, prend des jours et des jours. Et, euh, et donc la situation devient très très difficile sur le plan de cette offensive terrestre. En revanche, sur le plan maritime, le 12 mai, au large de Narvik, les bateaux anglais livrent bataille aux navires allemands qui se trouvent sur place. Et il y a une première bataille navale qui se déroule le 12 mai, et il y a une deuxième bataille navale le lendemain 13 mai. Et toute la flotte allemande qui est présente, c'est-à-dire une douzaine de bateaux de guerre, tous les navires allemands sont détruits. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est un point très très positif, et ça va handicaper les Allemands pour tout le reste de la guerre, c'est-à-dire qu'ils perdent vraiment une partie importante de leur flotte en Norvège dès le mois de mai. Alors, ces batailles navales interviennent les 12 et 13 mai, et vous savez que l'offensive générale allemande sur la Belgique, le Luxembourg, la Hollande et la France, cette offensive générale allemande, elle est déclenchée le 10 mai. Voilà. Donc, on a cette force alliée en Norvège qui a pour mission donc de s'emparer de Narvik. Mais en France, si vous voulez, ça y est, l'offensive générale est déclenchée dans le même temps. Voilà. Donc, petit à petit, l'objectif de couper ce qu'on a appelé la route du fer, petit à petit, cet objectif va devenir de moins en moins important, parce que évidemment la préoccupation depuis le 10 mai, ben, c'est l'invasion de la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, et à partir du 15 mai de la France. Voilà. Donc, néanmoins, l'opération en Norvège se poursuit, et après les batailles navales des 12 ou 13 mai, il est évident que maintenant, il faut procéder à ce débarquement de vive force, et il est prévu pour le 28 mai. Voilà. Et ça prend beaucoup de temps, si vous voulez, aux Anglais et aux Français donc de s'accorder. Néanmoins, le débarquement est prévu pour le 28 mai,
Mais comme en France, dans le même temps, la situation devient très, très, très préoccupante puisque les Allemands, progressent assez rapidement dans l'est de la France, bien que le débarquement soit prévu le 28 mai à Narvik, dès le 25 mai, au niveau des états-majors français et anglais, il est question de rapatrier le corps expéditionnaire qui se trouve en Norvège. Il est question de le rapatrier en France pour venir soutenir la situation sur le front français où ça se passe, comme vous le savez, de plus en plus mal. Donc, toujours est-il que le 28 mai au matin, quand je dis au matin, c'est dès minuit, le général Bétoir lance l'offensive sur le port de Narvik. Il va y avoir des combats pendant toute la journée, mais à 18 h le 28 mai, les Allemands abandonnent le port de Narvik, c'est-à-dire que cette opération qui a eu beaucoup de mal à se monter, si vous voulez, il a fallu plusieurs mois pour la monter. Néanmoins, le 28 mai, en une journée, le général Bétoir s'empare de Narvik et ça permet à Paul Reynaud, le président du Conseil, de dire le lendemain à la Chambre des députés: «La route du fer est coupée». Effectivement, elle était coupée depuis la veille. Mais, elle ne va pas rester coupée longtemps parce que comme je vous le disais, donc, il faut maintenant rapatrier, la brigade Bétoir, il faut la rapatrier en France parce que sur le front de l'Est, évidemment, les choses, prennent, une tournure dramatique, voilà. Les Alliés ont conquis Narvik le 28 mai, mais dans les jours qui suivent, c'est-à-dire les premiers jours de juin, entre le 1er et le 5 juin, ils rembarquent, si vous voulez, sur les navires qui étaient restés au large. Et le 5 juin, les Alliés abandonnent le port de Narvik qu'ils avaient conquis brillamment le 28 mai. Et à la grande surprise du général allemand qui s'appelle le général Windisch, il n'en croit pas ses yeux, si vous voulez. Lui, il avait été chassé de Narvik, donc il s'était replié à la frontière suédoise. Et donc, à sa grande surprise, 8-10 jours après, si vous voulez, les Alliés quittent Narvik et le port de Narvik va être évidemment repris par les Allemands et le, et le commerce et le trafic du minerai de fer, si vous voulez, va reprendre sa vie normale comme avant l'intervention. Après ce panorama, on va dire, exhaustif de ce qui s'est passé, si on se met du point de vue allemand, voilà, essuyer une grosse défaite, dans la mer, notamment dans la mer du Nord, enfin voilà, le long des côtes, scandinaves. Est-ce que cette défaite a été la stratégie, c'était de dire: «On attaque fort par la terre, on fait la blitzkrieg, on attaque justement la Belgique, le Luxembourg, la France», parce que ça va aussi permettre de nous libérer un peu de la pression qu'on subit sur la mer où là, on est défait par les Franco-Britanniques, où ça a été un concours de circonstances. C'était les 2 opérations étaient vraiment distinctes et il y avait pas de causalité entre les 2. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que l'opération maritime était liée avec l'opération terrestre sur le continent ou pas du tout? Oui, non, il y avait pas de lien entre les 2, si vous voulez. Ce qui s'est passé à Narvik, pour les Allemands, à part la perte maritime a été importante, hein, mais en dehors de la perte maritime, pour eux, ça a été anecdotique, si vous voulez, hein. C'est-à-dire que, Hitler avait prévu donc l'invasion, de la France à partir du 10 mai et le fait qu'il y ait eu, heu une attaque là-bas en Norvège n'a en rien changé les plans allemands, si vous voulez, sur l'Europe de l'Ouest, si vous voulez, hein, voilà. C'est les alliés anglais et français qui ont attaché énormément d'importance à,
à ce qu'on a appelé la guerre du fer, si vous voulez. Mais pour les Allemands, c'était marginal. D'accord. Et du coup, ben, une question qu'on veut se poser, c'est qu'advient-il après, après justement cet épisode de un peu voilà qu'on puisse situer, après cet épisode d'avril-mai, 1940, qu'advient-il après de la guerre en Scandinavie, justement entre les Alliés et les forces de l'Axe, après cet épisode de 40? Comment cela évolue-t-il avec le temps? Parce qu'on sait qu'aussi, dans quelques mois, années plus tard, il va y avoir la pression justement de l'Est avec, l'ouverture du front à l'URSS. Donc j'imagine que ça doit concerner un petit peu la Scandinavie de manière, indirecte. Bien sûr, bah, si vous voulez, après le départ des Alliés, la Norvège et le Danemark restent sous la domination allemande. Ils ont été conquis, si vous voulez, et l'intervention alliée n'a absolument rien changé. La Suède, c'est un peu différent. La Suède est un pays neutre, hein. Euh, et puis, si vous voulez, il y avait eu donc avant l'intervention alliée, il y avait déjà eu un partage, si vous voulez, entre le régime allemand et les soviétiques, un partage de toutes ces régions nordiques. Et donc, la Finlande est sous la botte soviétique, si vous voulez, hein. Donc, cette intervention alliée, en dehors de la perte maritime qui a été importante pour les Allemands, l'intervention alliée a servi strictement à rien, si vous voulez. Vous connaissez comme moi l'expression de la victoire à la Pyrrhus. Bon, bah, si on veut résumer ce qui s'est passé à Narvik, c'est vraiment ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Ça on le comprend bien, surtout qu'en plus, dans le même temps, ça reboucle, cette période avec, ce qui est très intéressant avec, le livre, dont on avait déjà parlé, en direct, l'année passée, c'est-à-dire «Les 3 jours qui ont fait tomber la France», que vous avez sorti, chez le même éditeur l'année passée et justement, c'est-à-dire que les Français et les Britanniques se lancent dans des opérations extérieures, mais dont ils n'ont pas les ils finissent par plus avoir les moyens parce qu'ils commencent à être défaits, on va dire, très, fortement sur leur propre terre et notamment les Français, sur le territoire de l'Est et du Nord, heu et justement, à ce moment-là, vous avez parlé du gouvernement de Paul Reynaud. À ce moment-là, justement, on va dire évidemment, par le fait, par l'histoire, par les évén par les mouvements de troupes et tout ce qui se passe sur le front, le gouvernement de Paul Reynaud ne peut plus avoir ses yeux sur les opérations extérieures et doit s'occuper de défendre son territoire. Et c'est là que commence justement cette période, bizarre qu'on appelle justement la drôle de guerre. Oui, 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 tout à fait. Alors, comme je vous le disais, les Alliés quittent la Norvège à partir du 5 juin. Donc le 5 juin, en France, la situation est déjà très très grave. Le front de l'Est a été percé, donc les combats sont maintenant sur la Somme, hein. L'épisode de Dunkerque, il intervient entre le 1er et le 5 juin, voilà. Donc lorsque Bétoir quitte la Norvège, vous voyez, c'est la fin de l'épisode de Dunkerque. Donc tous les alliés, dans un premier temps, regagnent l'Angleterre, hein, parce que ce sont les Anglais qui ont la responsabilité, si vous voulez, de tout ce qui est maritime. Donc, Bétoir débarque en Angleterre vers le 10 juin environ, et quelques jours après, Bétoir arrive en Bretagne. Je crois qu'il arrive en Bretagne vers le 14 juin, parce que pendant quelques jours, entre fin mai et le 13 juin, pendant quelques jours, il y a eu un plan imaginé par le gouvernement Reynaud qui consistait à mettre sur pied un môle de défense en Bretagne que l'on a appelé le réduit breton. Voilà. Donc ça, le réduit breton, c'est un projet, si vous voulez. Il n'aboutira pas. Mais toujours est-il que le général Bétoir, qui revient de Norvège via l'Angleterre, débarque en Bretagne. Je crois qu'il débarque à Brest vers le 14 juin. Voilà. Mais le 14 juin, on est 2 jours
avant la chute du gouvernement Reynaud et donc la décision d'aller vers un armistice, si vous voulez. Donc, Bétoir arrive bien trop tard pour pouvoir participer à ce réduit breton, si vous voulez. Hein, Et voilà. Et juste donc, pour qu'on situe justement ce général Bétoir qui est malheureusement pas très connu dans l'histoire, mais, est-ce que ce général Bétoir, il est plutôt du côté résistance à la De Gaulle ou il est plutôt du côté armistice à la, Weygand, Pétain et cetera? alors, je vais vous dire, il est entre les 2, hein. C'est-à-dire que c'est un camarade de promotion, du général de Gaulle, même promotion à Saint-Cyr, voilà. Donc ils se connaissent parfaitement. I ils ont l'occasion de se voir, à Londres, à la fin du mois de juin. Mais le général Bétoir, si vous voulez, est, quelqu'un de fondamentalement, comment dire, rigoureux, hein. Et ce que faisait De Gaulle, c'était de la transgression, voilà. Et donc le général Bétoir, n'est n'a pas envie, si vous voulez, de de suivre De Gaulle parce que dans ces jours-là, De Gaulle, c'est loin d'être le personnage mythique qu'il va devenir. Hein. Il est par, par le gouvernement de Pétain, il est considéré comme un traître. Hein, voilà. Donc le général Bétoir, lui, va rentrer en France et on va lui confier la direction des forces qui sont stationnées en Afrique du Nord. Voilà. C'est-à-dire que le général Bétoir, dans un premier temps, va rester fidèle au gouvernement Pétain, mais au fil des mois, si vous voulez, alors là, je vous parle de quelque chose qui n'est pas du tout dans mes livres, hein, même. Au fil des mois, c'est-à-dire sur les années 41, 42, si vous voulez, et progressivement, il va se rapprocher de ce qu'on appelle les Français libres. Hein, et au final, évidemment, le général Bétoir comment dire, va rejoindre les forces libres et va participer, si vous voulez, au combat de la fin de la guerre, notamment avec la deuxième DB du général Leclerc. Voilà. Donc là, je réponds, je réponds à votre question, mais par contre, ce que je vous dis là n'est pas dans le livre que j'ai écrit, bien sûr. Mais justement, bah, c'est ça aussi l'intérêt des interviews au Cercle Aristote, c'est qu'on peut parler des éléments parce que je vous le rappelle, si vous êtes intéressé par les livres justement et les écrits de Monsieur Gatineau sur la Deuxième Guerre mondiale, vous avez ces 2 livres, Les 3 jours qui ont fait tomber la France, sorti l'année passée et cette année, 1940, la guerre des alliés commence en Scandinavie. François Gatineau, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette période, encore une fois, de manière, passionnante, sur la chaîne du Cercle Aristote. On vous reçoit toujours avec grand plaisir. Dernière question, est-ce que vous avez prévu de sortir, encore des ouvrages dessus ou vous avez fait le tour de ce que vous vouliez dire? Non, 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 je n'ai pas fait le tour et je vous ai parlé là, un petit peu en filigrane du livre que j'ai en préparation. C'est-à-dire que en ayant étudié ce qui s'est passé en Scandinavie, ça m'a amené, si vous voulez, à me pencher sur ce projet qu'on a appelé le réduit breton, puisque comme je vous le disais, les troupes du général Bétoir, vont se retrouver en Bretagne à partir du 14 juin 1940, voilà. Et donc, actuellement, je travaille sur cette petite, période, une fois encore, c'est la première quinzaine de juin, hein. Et donc je travaille justement sur tout ce qui s'est passé en Bretagne, voilà.
Et ben, quand, votre ouvrage, sortira, on sera ravis de vous recevoir pour parler du réduit breton, qui est un sujet de nouveau, hein, vous mettez la main sur des éléments que, on va dire la grande histoire populaire, oublie, mais sont pourtant fondamentaux pour savoir ce qui s'est passé, dans cette période justement de mai-juin 40. Donc, François Gatineau, merci beaucoup d'être de nouveau revenu au Cercle Aristote. Vous êtes évidemment le bienvenu quand vous le voulez. Dès que vous avez une actualité ou une sortie, on vous reçoit toujours avec grand plaisir. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et chers amis du Cercle Aristote, vous pouvez toujours, évidemment, suivre, partager et vous procurer dans toutes les bonnes librairies, hein. Soutenez vos petits libraires, je le dis toujours, c'est hyper important. Les ouvrages, si vous êtes passionné d'histoire ou de la Seconde Guerre mondiale ou d'histoire militaire, vous pouvez toujours, vous procurer les livres de François Gatineau et on se retrouve très prochainement pour un prochain entretien, de nouveau sur la chaîne du Cercle Aristote pour plus de réinformation et d'éducation populaire. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.